Bonjour et bonne année à tous au nom de toute l'équipe d'Arrêt sur Image. Plus de 2 ans après les attentats du 11 septembre, le souvenir et les images de ces attentats et du terrorisme continuent de hanter les mémoires et les reportages des journaux télévisés, comme celui-ci, récent, pris au hasard. La menace d'une attaque aérienne d'Al-Qaïda contre les États-Unis n'a peut-être jamais été aussi importante depuis le 11 septembre 2001. C'est ce qu'affirme le secrétaire américain à la sécurité intérieure. Le plan d'alerte a été porté au niveau orange, risque élevé. À quelques jours de Noël et 2 ans après la tentative d'attentat de Richard Reed, le kamikaze aux chaussures piégées, Washington a sensibilisé plusieurs pays, dont le Mexique et surtout la France. Alors, en médiatisant largement les alertes au terrorisme, les vraies, les fausses et les autres, les journaux télévisés font-ils de l'information ou contribuent-ils à créer une psychose disproportionnée avec les risques réels d'attentats? Sur ce plateau, pour tenter de répondre à cette question, Paul-Charles Poustis, vous êtes pilote long courrier à Air France et vous nous direz comment, de l'intérieur du transport aérien, on voit toute cette médiatisation du risque et des risques d'attentats. Claude Sampère, vous êtes journaliste à France 2, vous êtes reporter de terrain, vous étiez récemment envoyé spécial sur le tremblement de terre iranien à Bam, et avant cela, à la fin de l'année, en décembre dernier, vous avez passé une quinzaine de jours à Washington, donc vous nous raconterez comment, quand on est aux États-Unis et qu'on est journaliste français, on tente de démêler les vraies informations des rumeurs. Enfin, un peu atypique sur ce plateau, Jean-Christophe Ruffin, vous êtes écrivain, je rappelle que vous êtes le prix Goncourt de l'année 2001. Et si j'ai eu l'idée de vous inviter, c'est parce que dans votre dernier livre qui vient de sortir et qui est un roman d'anticipation qui s'appelle Globalia, vous traitez ce thème de l'exploitation médiatique du terrorisme et du risque terroriste et de la fonction un peu de cette profusion d'images anxiogènes qu'on peut voir sur les écrans dans le contexte d'une société. Alors vous nous raconterez un peu votre roman qui est une société heureuse ou qui se donne pour heureuse. Mais nous allons commencer cette année avec vous, Maya Neskovic, par l'actualité médiatique de la semaine, qui est le premier épisode 2004 du feuilleton qui avait fait déjà la fin de l'année 2003, Dieudonné contre Marc-Olivier Fogiel. Alors, question de cette semaine, l'équipe de Fogiel a-t-elle fabriqué de faux SMS anti-Dieudonné? C'est en tout cas ce qu'on a pu lire dans le Parisien cette semaine. Donc je vous rappelle brièvement le contexte. En décembre dernier, Dieudonné dérape sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel où il apparaît déguisé en juif orthodoxe extrémiste à qui il fait faire un salut nazi. Donc suite au tollé provoqué par ce sketch, Marc-Olivier Fogiel présente ses excuses aux téléspectateurs de France 3 la semaine suivante en préambule à une émission dans laquelle on voit défiler des SMS tous très défavorables à Dieudonné et dont certains frôlent le racisme, notamment celui-ci qui demande à Dieudonné, je le cite, « Ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des blacks ». Alors cette fois, c'est Dieudonné qui se sent attaqué et qui porte plainte contre X pour injure publique et incitation à la haine raciale. Donc la police ouvre une enquête et procède à des auditions au cours desquelles, donc selon le Parisien, l'un des employés de la société de production de Marc-Olivier Fogiel aurait avoué avoir écrit lui-même certains des SMS. Donc l'animateur, Marc-Olivier Fogiel, se défend en expliquant que les SMS envoyés par les téléspectateurs sont effectivement réécrits, mais pour les atténuer, mais qu'en aucun cas ils ne sont inventés de toutes pièces. Et il entend le prouver grâce aux disques durs qui contiennent les SMS originaux qu'il a remis à la police. Affaire sérieuse. Et alors parallèlement, et le MRAP, donc un mouvement antiraciste, a lui aussi porté plainte qu'il a retirée suite aux excuses qu'a présentées Marc-Olivier Fogiel à son secrétaire. Encore des excuses.
Encore des excuses. Voilà. Alors, rebondissement dans le courant de la semaine. Voilà, c'est un magazine consacré à la culture hip-hop, The Source, qui dans son numéro du mois de janvier publie une interview de Dieudonné dans laquelle il explique, je le cite, que la population juive n'aime pas que je dénonce certaines de ces manipulations médiatiques. Et dans la même interview, c'est Dieudonné qui parle. C'est Dieudonné qui parle. Et dans la même interview, Dieudonné affirme que le producteur de TF1, Arthur, finance activement l'armée israélienne. Propos que Le Monde a repris quelques jours plus tard. Voilà, et ce qui leur a évidemment donné beaucoup plus d'écho. Alors, dans cette affaire où il faut se méfier de toutes les déclarations et de tout le monde, vous avez appelé Dieudonné pour lui demander s'il a vraiment dit ça. Voilà, alors quand je l'ai appelé une première fois, Dieudonné m'a démenti avoir eu de telles déclarations, mais le lendemain, après avoir appris que les journalistes de The Source avaient l'enregistrement de l'interview... Parce que vous avez aussi appelé The Source, et The Source a dit, nous on a la cassette. Nous on a la cassette. Donc le lendemain, Dieudonné se ravise, me rappelle et me déclare finalement assumer la majeure partie de ces déclarations, mais il reconnaît quand même n'avoir aucune preuve d'un quelconque soutien de Arthur à Tsahal, voilà. Et lui aussi, à son tour, présente ses excuses à Arthur. Voilà, beaucoup d'excuses dans tous les sens dans cette affaire. Moi aussi, vous excusez, vous? Je ne sais pas, au cas où. Au cas où. Préventivement. Alors, l'autre pugilat de la semaine médiatique concerne les magiciens contre les mentalistes. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va commencer. Ici on est à la télé, hein, oui, vous savez, on simplifie tout, c'est terrible. Hein. Magique. Voilà, donc c'était pour les fêtes. M6 proposait à ses téléspectateurs de vivre une expérience incroyable grâce à Gary Kurtz, qui est donc un mentaliste canadien et qui, selon M6, possède la faculté de prévoir, de suggérer et de contrôler mentalement les comportements humains. Donc on allait voir ce qu'on allait voir et ce sont Laurent Boyer et toute l'équipe de Caméra Café qui servaient de cobayes à l'une des expériences de Gary Kurtz. Je vous laisse regarder, c'est à couper le souffle. Juste pour expliquer, vous deux, vous allez cacher ces clés n'importe où, sauf dans l'eau. Pendant qu'Alain et Alexandre vont cacher les clés de Bruno Solo, Gary reste à l'intérieur pour quelques tours de cartes. Alors vas-y Nicolas, Philippe le jardinier va vous proposer sa petite blanquette. Vous allez m'aider à retrouver les clés. Par la force mentale. Vous allez me guider mentalement à retrouver le chemin. Oui, d'accord. Si je dois tourner à droite, vous pensez fortement à droite. D'accord. Si je dois tourner à gauche, je dois penser fortement à gauche. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis prêt. Voilà, c'est dingue. Et voilà, et ça continue comme ça toute la soirée, donc avec des trucs les plus fous les uns que les autres, comme celui-ci où il arrive à deviner la couleur des Smarties alors qu'il a les yeux bandés, les oreilles et les narines bouchées. Il y arrive, vous allez voir. Violet. Ouais, superbe, incroyable. Donc, mais bien que tout à fait époustouflante, la prestation de Gary Kurtz n'a pas été du goût de tous dans le petit monde de la magie. Et c'est le plus célèbre de nos magiciens, Gérard Majax, qui est monté au créneau quelques jours plus tard. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer la différence, ce que c'est que le mentalisme. Le mentalisme, c'est une branche tout à fait officielle de la magie, de l'illusionnisme. Seulement, ça mélange en fait des tours de magie et la psychologie. Donc voilà ce qui permet ces trucs incroyables. Donc ce que Gérard Majax reproche à M6, c'est d'avoir entretenu une certaine ambiguïté quant à l'existence de trucage et de faire passer les tours de Gary Kurtz pour des phénomènes qui relèvent plus du paranormal ou du surnaturel que de la simple magie, où, rappelle-t-il, quelle que soit la branche, il y a toujours un
truc. Pour Majax, il est très dangereux de faire croire aux gens que certaines personnes possèdent des pouvoirs surnaturels, alors qu'il y a beaucoup de charlatans qui abusent de la crédulité de personnes fragiles. M6 et Laurent Boyer nient fermement avoir eu l'intention de faire une émission tendance paranormale, du genre de celle qu'on a pu voir déjà sur M6, la bien nommée Normal Paranormal. Mais c'est vrai qu'en regardant le générique de l'émission, on pouvait rationnellement se poser quelques questions. Donc si vous n'avez pas bien vu les inscriptions là derrière avec la typologie du genre Seigneur des Anneaux, voilà ce qu'on pouvait lire. Télépathie, paranormal, divination. Donc voilà, et c'est vrai que en plus Laurent Boyer et ses commentaires n'ont rien fait pour lever l'ambiguïté. Ce que vous allez découvrir ce soir, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas non plus de l'hypnose, et c'est encore moins de la voyance. Pendant ces 2 jours, aucune personne sur le tournage n'a décelé le moindre trucage. Voilà. Mais par contre, ce qui n'était pas de l'ordre du paranormal, ce sont les producteurs de l'émission, qui sont aussi les producteurs de Caméra Café, dont on a pu voir l'équipe au début, et qui sont également les producteurs de Gary Kurtz. J'y ai pensé mentalement, mais ça n'a pas marché, dommage. Ah, c'est le même producteur, c'est-à-dire que pour être clair, le voilà. Producteur du monsieur qui trouve la clé est aussi le producteur du propriétaire de la clé et de toute l'émission et de tout ça voilà. Bon, ça peut aider à comprendre effectivement sans capacité paranormale un certain nombre de choses. Alors, évidemment, avec vous, Philippe Vandel, on va maintenant en venir au déferlement d'images auxquelles on assiste depuis une semaine maintenant sur toutes les chaînes françaises à propos du crash de Sharm el-Sheikh. Et à ce propos, vous avez revérifié une très vieille règle du journalisme. Oui, c'est très simple, c'est que dans les catastrophes aériennes, le temps d'antenne n'est pas toujours proportionnel à la violence du choc ni au nombre de victimes. Je vais commencer par un événement un petit peu ancien qui était le crash du Concorde à Gonesse, un des accidents qui a été les plus médiatisés. Rien que dans l'année 2000, il y a eu 276 sujets pour 9 heures d'antenne. Il y a eu 113 morts, c'est écrit sur le panneau derrière moi. Il y a eu 97 Allemands et 13 Français disparus en comptant les victimes au sol pour les Français. Et devinez dans quel ordre ils étaient présentés. Les familles de l'équipage d'Air France sont venues ensemble, comme pour mieux supporter l'épreuve, écrasées de douleur, hébétées de chagrin. Même visage défait pour les proches des passagers. Et voilà, il semble que la douleur française soit plus importante ou plus douloureuse que la douleur allemande puisqu'elle arrive en premier alors qu'ils étaient moins nombreux. Et puis on retrouve également une figure classique du JT en images. C'est l'interview qu'on voit ici avec cette dame. L'interview, elle va partir. L'interview de riverains. Ces gens-là n'ont pas vu grand-chose, mais on leur demande de le raconter et aussi de donner leur avis sur le transport aérien. C'est pas rien. Et seulement après l'avis des badauds qui passaient par là, le journaliste envoyé spécial fait le point sur l'enquête en direct et en duplex. Alors, Daniel, je précise que pour comparer ce qui est comparable, je n'ai pris que des extraits de 20 heures du lendemain de la catastrophe, le temps qu'on ait le temps d'envoyer des équipes sur place, c'est normal. Et puis, autre crash, ça se passait à Busan en Corée, c'était un vol Air China. La catastrophe avait fait 110 morts, donc c'est comparable au crash du Concorde. Mais il n'y avait pas de Français dans l'avion. Et là, il n'y a eu dans les JT que 7 sujets pour 6 minutes d'antenne. Je rappelle que pour le Concorde, c'était 9 heures d'antenne. Et alors, je ne peux pas vous montrer les images du deuxième jour, parce que le deuxième jour à 20 heures, il n'y avait déjà plus rien sur cette affaire. Et c'est la fameuse loi du kilomètre sentimental. L'importance de la couverture média est davantage liée à l'émotion qu'à l'information brute. Et puis, plus il y a de Français, plus il y a de reportages. Alors, plus meurtrier, c'était le Boeing d'une autre compagnie chinoise, faut pas que je me trompe, c'est China Airlines, qui s'était abîmé en mer au large de Taïwan. Ça avait fait 225 morts. Ça avait donné 13 sujets pour 14 minutes d'antenne. Et alors, les chaînes françaises n'ont envoyé personne sur place, mais on est quand même allé solliciter un expert français en France, monsieur. Aujourd'hui, le seul fait tangible est la désintégration à haute altitude. Voilà. Le 6 mars dernier, c'était le crash d'un avion d'Air Algérie, il y a eu beaucoup d'émotions là-dessus, qui avait décollé de Tamanrasset, et Claire Chazal elle-même fait le décompte. Le Boeing d'Air Algérie qui reliait Tamanrasset à Alger s'est écrasé juste après son décollage en raison vraisemblablement d'une défaillance technique dans un réacteur. Le bilan est de 102 morts dont 6 Français.
Alors, il y a eu 102 morts, 2 fois moins qu'à Taïwan, mais 6 Français. Et du coup, l'événement va occuper plus de place sur les écrans, à savoir 17 sujets et 18 minutes d'antenne. Et puis on le sait, pour plein de raisons historiques, l'Algérie est un pays cher à la France. Donc TF1 a dépêché un envoyé spécial sur place. On va le voir. En même temps, c'est pas vraiment un plateau de situation, c'est pas un direct en duplex avec un faisceau satellite comme à Sharm el-Sheikh. Et on remarque d'ailleurs que l'envoyé spécial ne se trouve pas à Tamanrasset, le lieu du drame, mais il est resté à Alger, la capitale. Alors, demi-envoyé spécial. Exactement, un semi. Alors d'une manière générale, on est habitué maintenant à relever la présence de nationaux dans les catastrophes. Exemple, c'était le Boeing d'une compagnie libanaise qui s'était écrasé au Bénin à Cotonou. Ça a fait 130 morts, ça avait généré 10 sujets pour 7 minutes d'antenne. Il n'y avait pas de morts français, mais nous n'étions pas absents pour autant. L'appareil se rendait, vous le savez, à Beyrouth. Les recherches se sont poursuivies toute la journée en rade de Cotonou. La France s'est dit prête à fournir toute l'aide nécessaire aux victimes et à leurs familles. Voilà, donc la France ne déplore pas de mort, mais on se dit prêt à aider. Donc vous l'avez compris, suivant l'émotion franco-française, les chaînes font long ou court, envoient ou non un envoyé spécial ou organisent ou non des duplex. Mais j'ai trouvé un autre indicateur qui trahit bien l'intérêt des chaînes, c'est la qualité de l'animation vidéo. Je vais faire un comparatif avec les cas d'aujourd'hui et l'autre qu'on va voir tout à l'heure. Je vais commencer par le Boeing chinois. Regardez. Il y a eu 225 disparus en mer, ça n'est pas rien, mais pour matérialiser ça, on a juste une sorte de schéma sommaire avec un petit avion qui se déplace. Dans le cas du Concorde, 2 fois moins de morts, mais c'était chez nous, on avait droit à ce vol en 3 dimensions, beaucoup plus saisissant, mais quand même toutefois avec un logo British Airways. On le voit sur le pareil, c'est pas l'avion Air France. Pour le vol Flash Airlines, on a poussé la précision jusqu'à mettre le logo de la compagnie égyptienne sur la queue de l'appareil, c'est le F jaune dans le rond bleu, et ensuite le piqué n'en est que plus réaliste et plus saisissant. Voilà, le kilomètre sentimental, comme vous disiez. Alors David Abiker, est-ce que vous avez réussi à regarder tous les reportages de toutes les chaînes françaises sur le crash de Sharm el-Sheikh? Presque. Non. Et avec un sentiment un peu bizarre, c'est au final, on a l'impression que cette catastrophe est une sorte de fruit mûr que les médias ont pressé pour en tirer tout le jus. Et dans ce jus, il y a quoi? Il y a des sujets, il y a des commentaires, des images et il y a des angles multiples. Alors j'ai essayé de sériller ces angles. Ça va être un peu un inventaire, j'ose pas dire à l'après-vert. Ça va être un peu long, mais ça commence, comme il s'agissait, comme l'a souligné Philippe, de victimes françaises, ça commence par les réactions des autorités françaises. Autorités françaises en France, autorités françaises sur place, autorités des pays amis de la France, et puis aussi réaction de terroristes qui ont voulu faire passer l'accident pour un attentat. Et puis, comme les victimes étaient des vacanciers, que c'était des touristes, on a eu une série de sujets touristiques. Ça commence par l'intérêt des Français pour la destination égyptienne. Ça continue avec les fonds sous-marins en mer Rouge, la beauté du corail en mer Rouge, Sharm el-Sheikh, station balnéaire de rêve, l'impact économique du crash sur l'économie égyptienne, les réactions des hôteliers locaux, les réactions des professionnels du tourisme en France, les réactions des touristes sur place. Après les réactions et le tourisme en Égypte, les chaînes se sont intéressées aux proches des victimes. L'angoisse de l'attente, le soulagement après l'attente, le chagrin après l'attente, le dispositif d'accueil des familles à Roissy, au Quai d'Orsay, le Centre national d'assistance aux victimes à Pantin, la détresse expliquée par un médecin, les méthodes de travail des psychologues, les numéros de téléphone d'urgence et les méthodes de travail de ceux qui répondent au téléphone. Après leurs proches, on en est arrivé aux victimes elles-mêmes. Combien elles étaient, bien entendu, combien de familles, combien de couples, la profession des victimes, la maison des victimes, les voisins des victimes, les collègues des victimes. Et bien entendu, on n'a pas oublié ceux qui auraient pu être des victimes, c'est-à-dire ceux qui ont pris l'avion d'avant ou ceux qui ont pris l'avion d'après. Des victimes connues ou qu'on essayait de mieux connaître, on s'est intéressé à la recherche des victimes. Et là, on a eu des reportages sur le robot français pour fouiller les profondeurs, la nécessité de faire des tests ADN. Qu'est-ce que c'est qu'un test ADN? Qui va faire le test ADN? L'équipe de spécialistes qui se prépare à partir pour faire ces tests, l'équipe qui part, l'équipe qui arrive et l'équipe qui est sur place. Et bien entendu, comme il s'agissait d'une catastrophe aérienne, on a eu des angles sur les crashs en avion, sur les crashs en Boeing. Qu'est-ce que c'est qu'un Boeing? Comment ça vole un Boeing? Les boîtes noires, la recherche de la boîte noire qui est d'ailleurs orange, les contraintes de sécurité à bord d'un avion, les contraintes de sécurité en Europe, en Suisse. La Suisse n'a plus de secret pour nous en matière de contraintes de sécurité. Les sécurités en avion comparées à celles des autres moyens de transport, des interviews de pilotes et d'experts. Et comme Flash Airlines est une compagnie de charter, on a tout appris sur les charters. Qu'est-ce que c'est qu'un vol charter? Quels sont les tours opérateurs? Quelles sont les compagnies charter? Pourquoi ça coûte moins cher? Pourquoi les prix bas sont facteurs d'insécurité? Et pourquoi les prix bas peuvent ne pas être des facteurs d'insécurité? Et puis comment on vend les billets charter?
Alors au terme de cet inventaire, excusez-moi, j'ai été long, on a le sentiment que finalement les médias se comportent un peu comme les compagnies charter, c'est-à-dire qu'elles remplissent, destination catastrophe, et qu'au final on a le sentiment d'une info qui part un peu en vrille. Et qui est parti en vrille. Claude Sampère, je le disais au début de l'émission, vous êtes journaliste à France 2, vous étiez envoyé spécial en Iran, à Bam, pour couvrir le tremblement de terre et ses suites. Et c'est vrai que du jour au lendemain, dans les menus du journal télévisé, le crash de Sharm el-Sheikh a chassé le tremblement de terre de Bam et ses dizaines de milliers de morts. Est-ce que, en professionnel de l'information, vous vous êtes dit c'est normal, ou est-ce que vous en avez été amer? Dès qu'on a appris qu'il y avait le crash d'avion, on avait compris que c'était fini pour nous. Nous, on était depuis une semaine dans cette ville, avec cette population, avec les secouristes. C'est un des tremblements de terre les plus meurtriers de ces 20 dernières années. On l'a vécu jour après jour, nuit après nuit. Et on a essayé de travailler du mieux possible. Et c'est pas facile. Et quand est arrivé ce crash d'avion, on a compris qu'on allait moins travailler, qu'on allait moins faire de sujets, et que quelque part, ces gens qui étaient déjà complètement abandonnés, perdus, allaient être encore un peu plus perdus. C'est un constat qui est triste, hein, mais que vous faites par expérience, parce que, comme le disait Philippe, je veux dire, ce sont des morts en très grande majorité français. C'est une catastrophe aérienne sans précédent au niveau du nombre de victimes françaises. Ça pose effectivement une multitude de questions. Peut-être qu'on les a pas forcément très bien traitées, mais toutes ces questions sont intéressantes. Vous partez en vacances, je pars en vacances. Avec quel compagnon on vole? Comment ça se passe? Quel est le niveau de sécurité? C'est de multiples questions que vous posez. Il n'y a pas eu que des questions dans le traitement. Il y a eu aussi un déferlement de sujets émotionnels, ce que disait David, les voisins, les collègues, les employeurs des victimes, qui ne sont pas des questions à proprement parler journalistiques et d'information. C'est du spectacle. Qui ressortent davantage du spectacle. Simplement, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, là, effectivement, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas eu de nouvelles du site de Bam, de l'Iran, des rescapés du tremblement de terre, des victimes, de la manière dont ça se passe là-bas. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce que le système d'information, finalement, n'a pas donné? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous êtes... Ça continue. Je veux dire, il y a des milliers de sans-abri dans les rues de Bam. Les nuits sont toujours aussi froides. Il fait -5, -7 toutes les nuits. Et ces gens sont encore dans une situation extrêmement difficile. Un des derniers sujets qu'on a fait à Bam, la petite Akram, elle a 11 ans. Elle était soignée à l'hôpital des Français. Et cette petite fille, elle est orpheline. Elle a perdu tous ses frères et sœurs, ses parents, ses grands-parents. Elle est là, elle est toute seule. Elle était entourée par une jeune fille qui s'appelle Sabine, qui s'en occupait 24 heures sur 24. Et cette petite Akram, il y a aujourd'hui plus de 1500, 2000 orphelins à Bam. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà des questions que nous, on aimerait bien poser. Ce sujet, c'est le dernier qu'on a fait à Bam. On l'a fait, on a dû l'envoyer le samedi, le jour du crash, ou juste avant le crash, et ce sujet est passé seulement, je crois, 5 jours ou 6 jours après à l'antenne. Journal de 13h à 13h36, c'est un peu dommage, vu l'importance de ce thème. Et c'est un exemple. Mis à part les orphelins, vous avez une reprise sous contrôle de la situation par les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, qui sont aujourd'hui très présents à Bam, et qui font régner la loi, voire la terreur, le mot est peut-être trop fort, mais qui reprennent les choses en main, et qui musellent cette population qui aujourd'hui aurait bien besoin qu'on l'écoute, et aurait bien besoin d'envoyés spéciaux pour faire des reportages sur elle. Et tout ça, les images ne le montrent pas. Jean-Christophe Ruffin, vous avez plusieurs casquettes, hein, vous êtes ici comme écrivain, mais vous êtes aussi responsable d'associations humanitaires, aujourd'hui président de l'AICF, l'Association internationale contre la faim. J'imagine que ce type de situation, d'ultra-médiatisation d'une catastrophe, et puis ensuite du jour au lendemain, tous les envoyés spéciaux s'en vont et il n'y a plus rien, c'est le trou noir. Vous avez déjà vécu ça plusieurs fois. Oui, d'ailleurs, dans le cas de BAM, Action contre la faim, on a envoyé plusieurs équipes qui sont toujours sur place. C'est d'ailleurs ça, c'est pas pour administrer la justice, mais peut-être qu'il faut faire 2 poids 2 mesures. Les médias s'en vont, mais il y a quand même des gens qui restent. Et les gens qui restent, ce sont les humanitaires. Cela dit, ils restent dans des conditions difficiles puisque ils ne peuvent plus relayer les besoins. C'est notre cas. On a du monde. Il se trouve qu'on a déplacé notre chef de mission qui était en Irak et qui est d'origine iranienne. Donc il a pu, grâce à ses contacts, nouer des contacts en Iran assez facilement, parce que c'est difficile de se faire accepter. Hein. Les autorités iraniennes ont une attitude très ambiguë, voire hostile. Et pour cause, hein, Claude Sampère vient de donner un élément d'explication, là, qui est la terreur des Pasdaran qui recommencerait à Bam. Avec une précision importante, les personnels humanitaires peuvent rester
parce qu'on vous autorise à rester. D'accord ? La presse n'est aujourd'hui pas autorisée à rester à BAM. L'Iran, pour la première fois, a toléré des équipes de presse sans visa. Moi, je suis arrivé sans visa en Iran. Ils nous autorisaient une semaine, dimanche à dimanche. Je suis resté jusqu'à mardi. Ils étaient très fâchés que certains soient restés encore. Non, mais et aujourd'hui, sans visa, vous ne pouvez pas travailler, ni à Téhéran, ni à BAM. Et la presse est virée de BAM. Oui, vous êtes rentré effectivement mardi de BAM, et la question c'est, vous êtes rentré prématurément parce que les événements liés au crash ont relégué BAM, ou alors parce que vous auriez dû rentrer de toute façon, quels que soient les événements, à cause des autorités iraniennes? Multiples raisons. Le crash a joué, c'est incontestable. Je veux dire, le crash, l'actualité du crash chasse l'Iran, chasse le tremblement de terre de BAM. Je veux dire, c'est un fait, c'est incontestable. Mais il y a d'autres éléments. Je veux dire, moi, je retourne à BAM demain. Donnez-moi un visa, j'y vais. D'accord. Voilà, donnez-moi un visa. Je pense pas que France 5 malheureusement soit vu en Iran, mais en tout cas le message est passé. Alors une image chasse l'autre, une actualité chasse l'autre. En tout cas, Hélène, jour après jour depuis le 11 septembre, depuis près de 2 ans et demi maintenant, il y a un type d'image, je dirais un type d'angoisse qui subsiste, qui perdure dans les journaux télévisés. C'est l'image de l'alerte et de l'angoisse du terrorisme, avec encore un exemple cette semaine. Oui, on a appris qu'on l'avait échappé belle. Souvenez-vous, donc le 24 décembre dernier, 6 vols Air France pour les États-Unis ont été annulés pour risque d'attentat, et on a découvert mercredi dans les journaux de 13h que la police rechercherait un passager extrêmement dangereux qui aurait tenté d'embarquer avec, je cite, une mini-bombe à bord de ses avions. Pour expliquer les annulations de vols à la veille de Noël, la télé américaine affirme que la police recherche un Français suspecté d'un lien avec Al-Qaïda. Il se serait apprêté à monter dans un appareil la veille de Noël, un appareil d'Air France, confirme il y a quelques minutes le porte-parole du gouvernement français. Cet homme est recherché actuellement en Europe. Le 24 décembre dernier, 3 personnes enregistrées sur le vol 68 d'Air France ne se présentent pas au comptoir. Un Tunisien, un Afghan et un Italien. Après vérification, l'une de ces 3 personnes, un dénommé Abdou Aï, serait aujourd'hui activement recherchée. Selon la chaîne de télévision américaine ABC, celui-ci aurait établi des contacts avec Al-Qaïda, pourrait porter une mini-bombe et aurait dû embarquer à destination de Los Angeles. Information en partie confirmée ce matin par le ministre de la Justice. Écoutez, j'ai confirmé cette recherche. Il ne m'appartient pas de donner d'autres informations qui pourraient mettre en cause l'efficacité de cette recherche. Voilà, donc le gouvernement confirme. Bon, on ne sait pas ce qu'il confirme exactement, mais il confirme. Sauf que dans les journaux du soir, là, on refait un grand pas en arrière, et il semble que la confirmation du gouvernement n'en soit plus une du tout. Une télévision américaine indique qu'un homme proche d'Al-Qaïda avait réservé sa place dans l'un de ses avions. Un homme qui porterait sur lui une petite bombe indétectable selon cette source. Alors, vraie piste ou nouvelle méprise. Dans la matinée, le garde des Sceaux Dominique Perben a confirmé que des recherches étaient bien en cours, sans en dire davantage. Et ce soir, le ministère de l'Intérieur affirme que rien ne vient confirmer cette thèse, que les recherches complémentaires n'ont pas apporté d'éléments probants. Ce soir, le ministère de l'Intérieur français dément totalement les informations américaines. Les Américains se demandent s'il ne s'agirait pas de cet homme, Abdul Aï, taliban évadé d'un camp de Kandahar en octobre. Problème, il n'a jamais acheté son billet. La réservation ne comporte ni prénom, ni date de naissance, ni numéro de passeport. Les renseignements sont trop vagues. Les services français disent qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour mener une enquête. Selon la CIA, l'un de ces 2 passagers fantômes s'appellerait Abdou Aï. Il s'agirait d'un Afghan proche du mouvement Al-Qaïda. Information que ne confirme pas le garde des Sceaux. J'ai dit que les services recherchaient une personne, éventuellement d'autres personnes. Je n'ai donné aucune indication de nationalité ou d'origine et je n'en donnerai pas. Nous n'en saurons pas plus, si ce n'est que le nom d'Abdou Aï ne figure pas dans les fichiers des services de renseignement français. En revanche, les Américains auraient transmis d'autres noms ou pseudonymes à la DST. L'individu suspecté de transporter un engin explosif sur lui pourrait être saoudien et s'appeler Abdallah, ou encore tunisien et avoir vécu près de Lyon. Autant de pistes jugées peu crédibles, mais qu'il faut à chaque fois vérifier.
Voilà, et c'est souvent comme ça, hein, c'est-à-dire que à 13h, on recherche bien un dangereux terroriste. À 20h, nous dit-on, on recherche plus personne. Hein, le ministère de l'Intérieur dément totalement, dit TF1. Alors, Hélène, derrière l'image, vous avez essayé de savoir ce qui s'est vraiment passé dans cette journée. Oui, on va voir que c'est un cas d'école, comment une information gonfle, se dégonfle, et comment une même phrase peut être interprétée dans un sens ou dans un autre. Alors, tout commence mardi soir, vous l'avez entendu dans l'extrait, puisque la chaîne américaine, donc ABC, révèle que la police française recherche donc ce fameux individu muni d'une mini-bombe. Le lendemain matin, Dominique Perben, donc le garde des Sceaux, est interviewé sur RMC et on lui demande s'il confirme cette information d'ABC et le ministre répond, je cite, c'est important, je vous confirme qu'on cherche quelqu'un, je ne peux pas vous en dire davantage. Et dans la dépêche AFP qui tombe à 9h, donc juste après, cela devient le ministre confirme l'information donnée par ABC. Déjà, voilà. Donc déjà, on grille une étape. Et Dominique Perben, quelques heures plus tard, qui pensait être passé à autre chose, puisqu'il donnait une conférence de presse sur les fugues, les disparitions et les enlèvements d'enfants, donc a priori rien à voir, va de nouveau être questionné sur le sujet. Et là, c'est devant les caméras, ce sont les images qu'on a vues. Il maintient sa réponse, mais on le sent quand même par moments un petit peu embarrassé. En tout cas, pour les journaux de 13h, l'affaire semble emballée et donc on confirme l'information de ABC avec même l'interview d'un ministre à la clé. Voilà, donc ça c'est à 13h. Mais l'après-midi, tout se complique puisque Nicolas Sarkozy, donc le ministre de l'Intérieur, qui lui présentait les chiffres de la délinquance à Paris, revient sur l'information lâchée le matin même et affirme, lui, qu'il est trop tôt pour communiquer quelques informations que ce soit. Bon, autrement dit, Dominique Perben aurait mieux fait de se taire. Et du coup, dans les médias, tout le monde refait un pas en arrière. Et alors là, ce qui est assez amusant, c'est que dans le journal du soir, la même interview de Perben donnée à 12h30, utilisée donc à 13h pour confirmer l'info, et là, utilisée à l'appui de la marche arrière. Voilà, comme quoi, suivant le contexte, une même phrase prend des sens très différents. Voilà, simplement pour dire que pour compléter notre information et votre information, nous avions prévu de l'avoir sur ce plateau, nous l'avions invité et il avait accepté un haut responsable policier de la lutte antiterroriste, Gilles Leclerc, qui s'est décommandé à quelques heures de l'enregistrement de cette émission, ne souhaitant pas parler quelques jours avant la grande conférence de presse du ministre Nicolas Sarkozy. Alors, toute cette psychose a commencé peu de temps avant les fêtes de fin d'année par une décision politique américaine, Hélène. Oui, voilà, c'est d'augmenter le niveau d'alerte. Alors, il faut savoir que suite aux attentats du 11 septembre, les autorités américaines ont créé différents seuils d'alerte concernant le risque d'attaque terroriste, alors qui vont du vert, risque faible, au rouge, risque maximum, en passant par le bleu, le jaune et l'orange. Et le 21 décembre, donc à l'approche de Noël, eh bien, ils ont décidé de monter le niveau du jaune, ça c'est risque élevé, à l'orange, risque très élevé. Alors, l'information a été relayée par les télés françaises, mais essentiellement sous forme de brève, ce qui donne l'impression que c'était quand même pas un événement extrêmement important. Aux États-Unis, les fêtes de fin d'année se dérouleront sous haute protection puisque les autorités viennent de relever leur niveau d'alerte au terrorisme qui passe de la couleur jaune, risque élevé, à la couleur orange, risque fort. Pour Tom Ridge, le ministre de la Sécurité intérieure, les menaces émanant notamment du réseau Al-Qaïda sont peut-être plus grandes maintenant qu'elles ne l'ont jamais été depuis le 11 septembre 2001. Deux messages récents attribués aux dirigeants d'Al-Qaïda, Ben Laden et Al-Zawahiri, promettent aux États-Unis de nouvelles attaques. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Tom Ridge, indique même que les attentats en préparation pourraient être plus dévastateurs que ceux du 11 septembre 2001. Les États-Unis mettent en garde contre des risques d'attentats élevés en cette période de fête, des actes terroristes qui viseraient les intérêts américains partout dans le monde. Voilà, donc ça, c'est en France. Sur les télés américaines, en revanche, l'information a été abondamment traitée et assortie d'images, on va le voir, extrêmement angoissantes. Alors que la menace d'une attaque terroriste avec un avion détourné, une bombe sale ou un engin radioactif reste envisagée, l'armée a mis plusieurs équipes spécialisées en alerte dans le cadre du plan Niveau Orange du département de la sécurité intérieure. Toutes les agences et tous les services fédéraux mettent en place des plans d'action suite à la hausse du niveau de menace. Les représentants du Pentagone refusent d'être plus précis, mais deux unités militaires clés peuvent être mobilisées en cas d'attaque avec une arme de destruction massive. L'unité d'intervention contre les accidents chimiques et biologiques des Marines américains peut réagir en quelques heures à n'importe quelle attaque, y compris celle perpétrée avec une arme nucléaire, radioactive ou conventionnelle. Sa mission consiste à identifier l'agent utilisé et à commencer aussitôt l'assistance médicale aux victimes.
Alors, commentaire extrêmement dramatique, image extrêmement impressionnante toujours, ces images de scaphandres. À cette époque-là, précisément, quand on passe à l'alerte orange, vous étiez aux États-Unis pour France 2. Alors, est-ce que c'est nos confrères américains qui en font trop, ou est-ce que c'est nos confrères français qui n'en font pas assez et qui mésestiment cette alerte américaine? Je pense que les Américains regardent l'Amérique, les Français regardent la France. Et je pense que les deux pays se connaissent mal. Quand le ministre de l'Intérieur annonce l'élévation du niveau de risque, c'est un événement important. Il le fait dans une conférence de presse publique. C'est pas la première fois qu'on élève le niveau de risque à ce niveau-là aux États-Unis. D'accord? C'est la 5e fois. Ça existe depuis mars 2002. Mais c'est pas tout à fait comme les fois passées. La dernière fois, c'était après les attentats au Maroc, en Arabie Saoudite, de manière, j'allais dire, un peu classique. Il y a eu des attentats à l'étranger. On élève le niveau de risque aux États-Unis. Cette fois-ci, il fait une conférence de presse publique. C'est pas un communiqué. Il parle de nouveau des intérêts qu'ont certains terroristes d'Al-Qaïda pour les avions. Il parle d'attentats plus dévastateurs que septembre 2001. C'est des mots très lourds dans une conférence de presse. Bah oui, donc c'est normal que les États-Unis s'intéressent. Ce ne sont que des mots et ce n'est qu'une conférence de presse. Non, ce ne sont pas que des mots. Je veux dire, c'est le ministre de l'Intérieur d'un pays qui met en garde sa population contre un niveau de risque. Il donne des détails. Il dit qu'il faut, par exemple, surveiller de manière plus approfondie la frontière sud des États-Unis. Il parle de vols potentiellement qui pourraient être détournés à partir de Mexico ou des Caraïbes. On en pense ce qu'on veut. En tous les cas, il le fait publiquement. Et c'est évidemment relayé par l'ensemble des médias américains, télé en tête. Et il y a toute une série de mesures qui sont prises dans les gares, dans les aéroports, etc. C'est pas vu de France. Alors, on inverse. Ouais. Vu de France, c'est, oh là là, nous on a le plan Vigipirate. Noël approche, chaque année on élève le niveau du plan Vigipirate. Il y a autre chose. Vu de France, c'est, les Américains font encore de l'intox. Voilà. Ils en font trop. Voilà. Et dernier élément, Bush est en campagne. Il fait du cinéma. C'est un peu ce que se disent les Français, à la fois les citoyens français et beaucoup de journalistes. Ouais. Du coup, mais ils ont tort, selon vous. Oui. Du coup, les deux médias principaux en télévision font la même chose, c'est-à-dire qu'on traite cette annonce d'élévation du niveau de risque par des brèves. C'est pas très satisfaisant, ça permet pas beaucoup d'expliquer. On donne simplement le fait brut. Et quelques jours plus tard, quand arrive l'histoire des vols Paris-Los Angeles, où les Américains nous disent il y a danger sur ces vols et ils les clouent au sol. Le public français, du coup, comprend rien. Oui. Mais il y a eu déjà plusieurs questions, Claude Sampère. Sauf que les vols jusqu'à plus ample informé, c'est une fausse alerte. Comme on va le voir tout à l'heure dans l'émission. J'en sais rien. Non, on n'en sait rien. Jusqu'à plus ample informé. Mais pour l'instant, simplement, vous, à l'époque où ce niveau d'alerte est monté, vous êtes aux États-Unis. Ouais. Est-ce que vous dites à votre rédaction à Paris, attention, c'est très important, ce que vous venez de dire là? Je leur dis, c'est pas la même chose qu'avant, et je pense que c'est un événement qui mérite d'être traité par un sujet qui permettra d'expliquer que c'est la 5e fois qu'ils élèvent le niveau de risque, que c'est pas tout à fait comme par le passé, qu'il y a des mots, qu'il y a des expressions dans cette conférence de presse qui sont terribles. Des attentats plus dévastateurs que le 11 septembre. Non, mais les mots je pense que ça mérite d'être traité. Non, mais après, vous en pensez ce que vous voulez. Vous pouvez dire il ment, vous pouvez dire il fait de l'intox, vous pouvez dire il fait du cinéma, vous pouvez dire Bush est en campagne. Ça, c'est des commentaires, je veux dire. Mais au moins, donnons cette information, relayons ce que dit déjà ce ministre de l'Intérieur et expliquons dans quel contexte il le dit. D'accord? Et dernier élément, je veux dire, parce qu'on est à des années-lumière du 11 septembre. C'est ça la grande différence. Nous, les Français. Oui. Le dernier attentat sur le sol français, c'est 1995, la dernière campagne d'attentats en France. Saint-Michel, 25 juillet 95, avec les attentats qui ont suivi. On a un peu oublié. Donc on n'a pas du tout en France la même sensibilisation, la même perception du risque aux États-Unis. Alors vous pouvez dire, et je vous l'accorde, sur un plan politique, le président Bush ne peut absolument pas se permettre d'avoir un nouvel attentat sur son territoire. Et vous pouvez penser, mais c'est du commentaire, qu'il en fait trop et qu'il fait du cinéma. Peut-être. Je sais pas. Mais ils ont une perception du risque qui est plus importante que nous et ils prennent des mesures plus importantes que nous. Et il fallait donner l'information et selon vous, elle a été insuffisamment donnée. Jean-Christophe Rufin, alors on sent bien que des images comme celles qu'on vient de voir là sur CNN, ces images absolument terrifiantes de scaphandres, on sent bien que ce sont des images de ce genre qui vous ont inspiré quand vous avez écrit Globalia. Alors Globalia, histoire d'une société globalement heureuse, mais dans laquelle on diffuse aux gens en permanence des images anxiogènes, des images d'attentats, des images d'alerte, des images de danger, pour maintenir une sorte de cohésion sociale. C'est ce que vous avez voulu dire. Oui, mais ce qui m'avait frappé, c'est que d'un point de vue littéraire, si vous voulez, le livre qui jusqu'à présent représente toujours la menace du futur, c'est 1984 d'Orwell. Or,
le monde d'Orwell, c'est un monde de l'interdit, c'est le monde du stalinisme, hein, d'une certaine manière. C'est pas du tout le totalitarisme mou, si je puis dire, qu'on rencontre maintenant. Et j'ai eu le sentiment qu'il fallait un autre type de fiction pour décrire ce qu'on voit aujourd'hui. Alors ce qu'on voit, c'est quoi? Alors ce qu'on voit, c'est une société qui, d'abord, se prétend universelle et ne l'est pas. C'est-à-dire que Globalia, c'est une société qui se prétend mondialisée. En effet, vous pouvez aller d'un bout à l'autre, etc. Ça couvre le monde entier, en tout cas, prétendument. Mais en réalité, elle laisse pour compte, de l'autre côté, dans des zones qu'elle ignore, tout ce qui est aujourd'hui le tiers-monde. Cette dualité est très importante. Hein. Il y a l'intérieur, puis il y a l'extérieur. Mais c'est surtout une société qui n'interdit rien, donc tout est libre, tout est possible, on peut tout dire, et en même temps, à partir de là, justement, les gens ne font pas l'histoire, les gens n'adhèrent pas à cette société de façon idéologique. Pour les faire tenir ensemble, il faut un ciment extérieur. Et ce ciment extérieur, c'est la peur. C'est-à-dire, c'est le fait de leur dire en permanence, attention, vous êtes menacés, et nous vous protégeons. Et finalement, on a besoin de ce rappel périodique. Alors, moi, il y a quand même une chose, par rapport au commentaire de Claude Sampère, que je voudrais rappeler pour la perception française, et ça va aussi dans le sens de mon roman, c'est qu'il y a eu l'affaire des armes de destruction massive. C'est-à-dire qu'on nous a tellement mis en avant la question des armes de destruction massive qu'il y a eu un moment où les Français, parce que peut-être pas les Américains, quoique certains commencent à se le dire, disent, bon, on a tellement crié au loup que la fois d'après, on en a marre. Et je crois quand même que dans la perception, alors là, globale, pas seulement française ou américaine, mais des pays riches d'une façon générale, il y a besoin d'un ennemi. Au besoin, il faut le créer. Quand Bush est arrivé au pouvoir, rappelez-vous, c'était la Chine qui était dans le collimateur pendant quelques temps. Et puis il y a eu les attentats. Et aujourd'hui, tout est mis sur Al-Qaïda. Et tout est relié comme ça. Et cette instillation permanente de la peur, je ne dis pas qu'elle est créée par les journalistes, hein, je ne dis pas de ça. Vous relayez ce qu'on vous donne à dire, d'une certaine manière, mais elle sert de ciment. Et sans ça, une société comme la nôtre, cette société globalienne, si je puis dire, qui est celle du futur, mais qui est surtout celle du présent, se désagrégerait. C'est-à-dire qu'elle... D'ailleurs, on l'a vu après la chute du mur. Après la chute du mur, il y a eu une période de flottement. Rappelez-vous, 92, hein, le père Bush, à l'époque, était très désemparé. Il n'y avait plus d'ennemis. Et il faut absolument un ennemi, et il faut sa représentation permanente sous une forme qui est rappelée par le risque terroriste, etc. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais en tout cas, il prend une place dans la représentation collective, qui est une place absolument centrale, et tout ce rapport avec le tiers-monde, avec le reste, avec l'autre côté, est lu comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez de pays du tiers-monde, toutes les questions de générosité, de justice, de développement, etc., tout ça passe au second plan. Ce qui est mis en avant, c'est la sécurité. Autrement dit, dès qu'un pays ne fait pas partie de Globalia, dès qu'il est à l'extérieur, il est potentiellement dangereux. Alors, ce que vous dit Jean-Christophe Ruffin, enfin, il le dit pas comme ça, puis il vous le dit pas à vous, mais ce qu'il nous dit à nous tous journalistes, c'est que finalement, en relayant ces messages d'angoisse alors du ministre de l'Intérieur américain, des autorités américaines, on se fait un peu les agents d'une propagande de la peur, d'une intox. J'ai pas envie de vous poser cette question-là. Simplement, sur l'exemple qu'il donne, l'exemple des armes de destruction massive et de l'argumentation martelée des armes de destruction massive qui a été donnée pour justifier la guerre d'Irak. Bon, on les a toujours pas trouvées. Est-ce que c'est pas de nature à nous faire douter un tout petit peu de la parole des officiels américains à laquelle quand même vous avez l'air d'accorder une grande crédibilité? Non, je voudrais que... Je reçois l'argument. Ok, ils ont tellement menti sur les armes de destruction massive, pourquoi ils mentiraient pas encore? Mais je trouve que on a une vision trop franco-française du problème. Je veux dire, est-ce qu'on peut pas s'arrêter un quart de seconde et se dire que quand les Américains nous disent que la sécurité dans nos aéroports n'est pas fiable, que la sécurité dans nos avions n'est pas fiable, est-ce qu'on peut pas être un tout petit peu moins orgueilleux et se dire peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort et peut-être que on peut améliorer d'une certaine manière cette sécurité. Mais je suis d'accord avec vous, il y a des intérêts derrière. Je suis entièrement d'accord avec vous sur en étant là-bas, en étant journaliste là-bas, quels sont les éléments concrets que vous avez recueillis et qui peuvent vous faire dire attention, il faut quand même accorder davantage de crédibilité à ce que disent les Américains? Soyons honnêtes. Par exemple, qu'est-ce que vous avez appris qu'on ne sait pas? Soyons honnêtes, je veux dire, quand vous voyez bien les déclarations récemment du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur qui se contredisent sur cet homme qu'on recherche pas. Oui, ça arrive à tout le monde de se contredire. Donc, quand vous êtes journaliste, je veux dire, quels éléments vous pouvez avoir, comment vous pouvez mener une enquête, il faudrait des mois de travail, des années de travail et des sources à top niveau pour essayer de savoir démêler le vrai du faux. Soyons honnêtes, je veux dire, il n'y a pas un journaliste aujourd'hui qui en a les moyens.
Soyons clairs. Ni français, ni américain, ni en poste à Paris, ni en poste à Washington. Il y a des grands journaux américains qui travaillent, je veux dire, qui mettent en doute, qui se posent des questions sur ces menaces réelles, pas réelles, etc. Mais les moyens sont faibles, les moyens d'investigation. Alors vous pouvez vous faire le scénario, vous dire on est complètement intoxiqué, manipulé, etc. Je suis pas naïf à 200%, je veux dire. Il y a sûrement incontestablement une part de manip, une part d'intox et tout, etc. Mais arrêtons-nous encore une fois un instant et disons-nous, mais est-ce que quelque part, je veux dire, quand ils nous disent on a une sécurité dans nos aéroports digne d'aéroports en Afrique, de pays africains. Ils disent ça? Ils disent ça? Ça a été dit. Ah bon? Ouais. J'ai pas entendu ça à la télé française, moi. Non, mais en télé américaine, ça a été dit. Alors, on crie, on dit, mais ils sont donneurs de leçons, ces Américains, ils en font trop, ils font du cinéma. Ok. Nous, le dernier attentat, c'est 95, on a oublié. Est-ce que quelque part, on peut pas s'arrêter sur leurs questions un peu agressives, un peu donneurs de leçons, d'accord? Mais est-ce que quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort ou raison? Jean-Christophe Ruffin? Non, d'abord, il y a une question de qu'on nous alerte, qu'on nous dise attention, vos aéroports sont pas assez sûrs, etc. D'accord, mais c'est des informations techniques. Il n'y a pas nécessairement besoin de les mettre en scène dans tous les médias, parce que finalement, qu'est-ce que peut faire le gars qui pousse son chariot à bagages et qui va faire son enregistrement? Je veux dire, c'est pas vraiment son rôle. Donc il y a quand même une mise en scène qui va bien au-delà de la simple argumentation technique. Puis je voudrais ajouter une petite chose quand même, c'est que il faut connaître sans revenir aux analyses marxistes sur la superstructure et l'infrastructure économique, mais enfin quand même, pendant toute la guerre froide, la croissance chez nous, dans les pays occidentaux, a été tirée par les dépenses militaires, et finalement, après la fin de la guerre froide, on a cherché un ennemi parce qu'on a besoin aussi, d'un point de vue économique, d'avoir cette nécessité de se développer sur un plan de sécurité. Et aujourd'hui, on voit, notamment dans l'économie américaine, une relance qui se fait à partir des dépenses militaires et des dépenses de sécurité. C'est plus les chars, c'est plus les fusées intercontinentales, c'est une extraordinaire industrie de la sécurité qui est derrière tout ça et qui, d'une certaine manière, tire sa justification, parce que pour mettre des contrôles, pour faire ces énormes systèmes de contrôle de l'information, d'écoute généralisée, etc., il faut quand même qu'il y ait une représentation de la menace. Sinon, ça veut dire quoi? Parce que j'imagine que les téléspectateurs se posent la question. Votre sentiment d'écrivain à vous, c'est quoi? C'est que les officiels américains mentent intentionnellement, ou c'est que finalement ils sont victimes d'une espèce d'auto-intoxication, d'un auto-emballement, selon un mécanisme qu'on connaît bien? Nous sommes, et c'est déjà un peu ce monde de Globalia, nous sommes dans un système qui très largement se pilote lui-même. Je pense pas que quelqu'un, quelque part, ait pris une décision, ça n'est ni les journalistes, ni les politiques, ni les économistes, mais qu'il y a une convergence, je dirais, d'intérêts, qu'une société molle, cette démocratie libérale mondialisée, etc., ne peut fonctionner que si elle est armée par l'extérieur, par un ennemi, et par la perception d'un ennemi, et par la représentation périodique d'un ennemi. Mais le système, dites-vous, se pilote lui-même. Je pense pas que quelqu'un, quelque part, ait pris... Bien sûr, il y a des jeux d'intérêts. Il existe ou pas? Il existe cet ennemi ou pas? Je pense que, vous savez qu'un ennemi, quand on le cherche, on le trouve. C'est-à-dire que, notamment dans les pays du tiers-monde, il y a très largement de quoi, si vous continuez à laisser les gens pour compte et aller à en faire ou à les pousser à une espèce d'exaspération, vous avez vos ennemis. Donc je pense que... Mais sans peur vous demander, il existe ou pas? Je pense qu'on peut trouver des gens qui vous menacent. Ça, bien sûr. Ce que je pense, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, si on regarde très objectivement, une extraordinaire puissance et capacité de défense de nos sociétés. Et penser qu'elles sont menacées par quelques terroristes, c'est quand même une appréciation du risque. Vous savez, quand on va beaucoup dans les pays du Sud... J'ai envie de vous faire le Blitzon de base. Le 11 septembre, ça a existé quand même. Oui, d'accord. Ça existait, mais enfin, ça n'a pas détruit l'Amérique non plus. Ça l'a traumatisé, ça n'a pas détruit. Non, mais parce qu'on avait auparavant un ennemi qui était capable de détruire. L'Union soviétique, c'était un ennemi qui était capable de nous détruire. On n'a pas l'équivalent aujourd'hui. On a des ennemis qui sont capables de nous piquer, de nous titiller, si je puis dire, mais on n'a pas... C'est une grosse piqûre, Jean-Christophe Ruffin. Oui, enfin, mais je pense aussi qu'on est en train très largement de créer les conditions pour que cet ennemi prospère. Non, moi je vois beaucoup dans les pays du Sud, par exemple, l'impression inverse. Quand vous êtes dans des pays pauvres aujourd'hui, il y a cette impression que ce qui fait peur, c'est cette énorme puissance de ces pays développés qui finalement contrôlent tout, maîtrisent tout, qui contrôlent toute l'économie, etc. Et qui sont vous avez des pays qui sont complètement vulnérables, des populations qui sont complètement abandonnées et pour qui la peur vient de nous. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que tout ça se relativise. Je prétends pas qu'on soit dans un monde de sécurité. Il y a des risques. Et de là à en faire un ennemi global et à tout contrôler à cause de ça, je pense que c'est une erreur. Alors, vous parliez de pilotes tout à l'heure. Ça tombe bien parce qu'on en a un sur
sur le plateau. On va maintenant lui donner la parole. Il a beaucoup écouté jusqu'à maintenant. Mais auparavant, je voudrais vous faire entendre d'autres pilotes, puisqu'il y a un autre aspect du traitement de la menace terroriste, qui est la médiatisation qui a été faite dans la même période de la présence de policiers et de gendarmes armés dans les vols et notamment dans les vols transatlantiques. Alors, les journalistes qui ont traité les sujets ont plutôt insisté sur le flou et l'imprécision des compagnies aériennes à propos de cette présence de policiers et de gendarmes. Alors, Christelle Ploquin et David Valrave sont allés rencontrer des pilotes et des membres d'équipage et, surprise, ces pilotes et ces membres d'équipage semblent plutôt approuver de ne pas trop en dire sur ces projets. Jusqu'à présent, le ciel n'était pas très clair en matière de sécurité embarquée. Air France ne communiquait pas sur la question, du moins en France. Heureusement, c'est pas très clair. Les histoires de sûreté ne peuvent pas être très claires. Ça revient à découvrir ses cartes vis-à-vis d'un ennemi qui cherche à les déjouer. Donc ça ne peut pas être très clair. Sans attendre l'injonction américaine, les autorités françaises ont commencé il y a une semaine à déployer des membres du GIGN en civil sur certains vols reliant Paris aux États-Unis. Dans les rangées de sièges de ce vol Air France New York-Paris se cache peut-être un gendarme armé du GIGN. Depuis le 23 décembre, des équipes d'au moins 2 membres du GIGN montent en civil dans certains avions. Leur but, intercepter d'éventuels terroristes. Là, je peux intervenir. Voilà, il y a 2 personnes. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 1, il y en a 2. Donc il faudra neutraliser 2 personnes si on veut faire un acte illicite. C'est une information qui est idiote. Le droit d'informer auquel se réfèrent les journalistes, que nous comprenons parfaitement, le droit d'informer, il télescope le premier droit du passager, qui est celui de voyager dans des conditions de sécurité et de sûreté normales. Parce qu'on donne une information qui peut effectivement qui est une indication suffisante à un groupe terroriste. Ils savent qu'ils ont effectivement 2 personnes à neutraliser. Pourquoi pas donner des numéros de siège pendant qu'on y est? Non mais c'est vrai. Vous trouvez que les journalistes devraient passer sous silence ce genre de mesures de sûreté aussi? Ils devraient être extrêmement prudents sur l'utilisation que les informations qu'ils font circuler peuvent donner. On est dans l'ambiguïté entre mesures de sûreté et information où effectivement, en même temps, diffuser ces mesures de sûreté est peut-être amené à rassurer, ça peut éventuellement rassurer les passagers, et réconforter et éviter l'annulation de leur voyage. Et dans ce sens-là, c'est positif. Maintenant, de l'autre côté... Lorsqu'on donne un mode d'emploi, on ne sait pas dans les mains de qui on le donne, et effectivement, on prend des risques, et on fait prendre des risques à tous les gens qui embarquent dans un avion. C'est la vision américaine de la sûreté à bord des avions. Sur cette vidéo d'entraînement largement diffusée, des agents armés apprennent à maîtriser des terroristes en plein vol. Une méthode que les autorités américaines tentent d'imposer à l'Europe. A priori, les membres du GIGN sont munis d'armes de poing, des pistolets équipés de munitions spéciales qui ne traversent pas la carlingue. C'est typiquement le genre de choses qui convient d'éviter. Ça, c'est le côté simulation montrée comme l'événement qui risque de se produire. L'info-spectacle. C'est l'info-spectacle, complètement. Là. Je préfère carrément qu'on montre Schwarzenegger parce qu'on sait qu'on est dans la fiction. Ouais. Et là, en l'occurrence, on vous montre une fiction en vous disant ça peut vous arriver. Ça peut empêcher des passagers de partir. Pour l'instant, il semblerait que ça ne soit pas le cas. Mais en rajoutant le dernier accident du week-end dernier, la semaine dernière, effectivement, là, il y a un risque de peut-être, ce serait complètement injustifié de désertion des avions par les passagers, ce qui serait complètement injustifié, malgré tout. Regardez, en dépit de tout ce qu'on vient de dire, tous les 4, il y a un fait évident, c'est que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Alors, Monsieur Poustis, je disais, vous êtes pilote de ligne, pilote long courrier d'Air France. Vous avez regardé une partie de tous les sujets qui ont été consacrés comme ça à ces menaces, à ces alertes, à cette psychose. Quelle a été votre première réaction? Est-ce que vous vous êtes dit, les médias font leur devoir, se conforment à leur devoir d'informer, ou ils en font trop, ils font le jeu des Américains, ils font le jeu d'Air France? Quelle a été votre réaction? J'avoue que j'ai entendu des choses très intéressantes de la part de Monsieur Claude Santerre et également, Sampère et
Monsieur Jean-Christophe Ruffin. Ils ont tort et raison. À la fois, moi, jusqu'à, disons, l'approche de Noël, j'y croyais pas du tout aux informations qui nous arrivaient, à l'alarmisme des Américains, parce que ce sont les rois du make-believe. Le make-believe, c'est le faire croire, la poudre aux yeux. Oui. Ah oui, ils sont très forts pour ça. Ah bon? Mais attendez, ça veut dire que vous l'avez constaté à de nombreuses reprises. Il y a des moments où les Américains ont donné des informations. Vous saviez qu'elles étaient fausses? Savoir absolument, ça serait très prétentieux de ma part de le dire, mais c'est comme ça que je le ressentais. Voilà. Vous le ressentez profondément, profondément, oui. Je fréquente l'Amérique depuis une vingtaine d'années. Et très souvent, j'ai des très bons amis américains, surtout parmi les pilotes d'ailleurs. Et alors? Donc, mais alors les pilotes, vos amis pilotes américains démentent les informations que donnent les journalistes américains? Non, là, j'ai pas eu trop l'occasion d'en discuter parce que c'est récent tout ça. Hein. Je les ai pas vus depuis. Mais j'avoue que le 24 décembre, là, j'y ai cru. Mais qu'est-ce qu'il me dit, il va se passer un truc. Mais qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru? C'est ce que vous avez vu à la télé ou c'est... La présentation faite par TF1 au journal télévisé. Al-Qaïda avait infiltré Air France, il y avait des pilotes d'Air France membres d'Al-Qaïda, et on avait donc... C'est aussi catégorique quand même. Ouais, enfin bon... on avait des doutes, quoi. Oui, mais ils étaient pas très forts, les doutes. Hein. Et j'ai dit, bon, ça suffit. Vous êtes ironique, là. Vous êtes ironique. Là, sur ce plateau-là, maintenant, vous êtes ironique. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'en fait, vous trouvez que TF1 en a trop fait. C'est pas la faute de TF1. Je ne dis pas que c'est la faute de TF1. Et comme disait Monsieur Sampère, c'est difficile de trouver le vrai du faux là-dedans. Mais c'est vrai, quand le ministre américain dont vous parliez tout à l'heure vous annonce, ça y est, c'est la fin du monde, bon alors... Il n'a pas dit ça. Hein. Non, j'exagère, mais... Monsieur Poussis n'est pas journaliste. L'alerte maximum... c'est pas vous qui avez dit ça, non, c'est lui qui a dit ça. Vous êtes pilote de ligne, vous volez sur les États-Unis. Est-ce que vous estimez que la sécurité dans les aéroports français, parisiens notamment, qui desservent les États-Unis, est satisfaisante, oui ou non? Absolument, absolument, d'autant plus que... Il n'y a aucun problème. D'autant plus que TSA... TSA mais qu'est-ce qu'on est... Transport, Security, Administration est présente sur la plateforme pour voir si on fait les choses bien. Attendez, qu'est-ce que c'est TSA pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas? L'administration américaine de contrôle de sécurité, d'accord. Transportation Security Authority ou enfin bref. Mais aux États-Unis, mais en France, parce que ils sont présents sur la plateforme de Roissy Charles de Gaulle. Ils ont exigé de venir voir si tout se passait bien. C'est monsieur le directeur général d'Air France qui me l'a dit hier. Alors attendez, monsieur Poustis, on va pas faire ici le débat sur la sécurité aérienne, c'est pas notre sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la médiatisation. Alors vous avez parlé de ce sujet de TF1, de ce moment de TF1, qui, dites-vous, vous a fait basculer. J'y ai cru quelques heures. Et vous y avez cru. Alors vous en aviez parlé à Hélène Risser pendant la préparation de cette émission. On l'a préparé, on va le regarder, hein, puis après on va en parler. La chaîne NBC disait tout à l'heure que Al-Qaïda aurait pu infiltrer certaines compagnies aériennes étrangères, notamment le milieu des pilotes. Est-ce que ça vous paraît crédible comme information ? Vous savez, Patrick, nous avons des informations, depuis que l'alerte est passée au niveau orange, nous avons des informations qui partent un petit peu dans tous les sens. Et il faut savoir partager la paranoïa de la réalité des faits. Effectivement, nous avons entendu cette information et je vous l'ai dit, vigilance accrue envers les personnels des compagnies aériennes, puisque Al-Qaïda aurait pu s'infiltrer et former des pilotes ou des copilotes, comme cela avait été le cas le 11 septembre des compagnies aériennes. Bon, alors il est quand même assez prudent. Oui, mais aurait pu infiltrer. Mais écoutez, mais vous, on sent bien que vous êtes très sceptique par rapport aux Américains, aux autorités américaines, au discours américain. Et pourtant, là, vous avez un journaliste français qui reprend au conditionnel des informations américaines, et ça vous fait basculer. Je les ai vérifiées, évidemment, sur Internet, sur des chaînes. Mais vous avez vérifié quoi? Ces informations-là. Mais c'est-à-dire quoi? Qu'elles circulaient. Ah, qu'elles circulaient, pas qu'elles étaient vraies. Ah comment voulez-vous que je vérifie? Ah voilà. Mais non, mais alors, attendez, monsieur, qu'elles circulent, ça veut dire quoi? Effectivement, il peut circuler que Air France est infiltré par Al-Qaïda, mais vous êtes Air France. Il y a quand même 3 vols sur Los Angeles qui sont d'ores et déjà annulés. On ne sait pas pourquoi. Hein. Et puis la communication, zéro. Hein. Air France, on ne sait rien. Surtout pas le personnel d'ailleurs.
qui pourraient être concernés. Bref. Alors que tout ça se trame depuis le 18 décembre, ça je l'ai appris après. Alors Claude Sampère, sur par exemple le travail de votre confrère là de TF1, on vient de voir un échantillon, bon c'est à peu près conforme à ce que font tous les journalistes français aux États-Unis, c'est-à-dire ils en sont réduits à répercuter avec des doutes et avec des conditionnels des informations données par la presse américaine. Est-ce que c'est satisfaisant pour un journaliste? Non. Est-ce qu'on peut faire autrement? Voilà. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, honnêtement. Je crois qu'il fait, voilà, dans la position américaine, il le fait très honnêtement, avec beaucoup de prudence. Il est regardé par des millions de gens, donc il le fait très habilement, très prudemment. Est-ce qu'il peut faire autrement ce soir-là? Je suis pas sûr. Mais ça montre, et je crois qu'il est honnête. Il est pas en train de vous dire taratata boum boum, je sais, ta. Il dit, je sais pas, là il y a des doutes, etc., etc. Et je trouve qu'il le fait honnêtement. Et moi, je préfère ça plutôt qu'à des déclarations où on vous dit c'est comme ça, etc. Non, mais je vous posais une question très provocatrice. Est-ce que par exemple, ce serait pas une mesure de salubrité publique après chaque article de ce genre de rappeler, oui, mais sur les armes de destruction massive, je vous rappelle qu'on les a pas encore trouvées, par exemple? Je trouve que c'est un peu démago, dire ça. C'est un peu démago, mais est-ce que ça n'allumerait pas un coupe-feu utile? Est-ce que ça ne fermerait pas une porte coupe-feu? Vous êtes persuadé que les Américains en font trop, qu'ils mentent, qu'ils manipulent, qu'ils intoxiquent, etc. Ok? Et vous êtes persuadé du contraire? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ah bon? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et je pense que quand certaines fois ils nous donnent des avertissements et qu'ils mettent en cause notamment la sécurité des aéroports en France, je trouve qu'on ferait bien un peu de les écouter. Il y a un député récemment, laissez-moi juste finir ça. Il y a un député récemment qui a fait une commission d'enquête sur les aéroports, excusez-moi, et qui a montré qu'il y avait des failles terribles. Oui. Ok. Ah, vous avez lu ce rapport? Ouais. Non, mais alors il est faux? Non, mais de toute façon, c'est pas des choses à dire. Mais vous c'est pas des choses à dire, peut-être, mais vous, enfin, comment vous êtes informé de tout ça? Vous avez, en tant que syndicat d'Air France, vous faites des contre-enquêtes, vous avez des informations, comme nous, ouais. Attendez, Monsieur Poustis, c'est pas des choses à dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vrai, mais il faut pas le dire. C'est vrai qu'il y a des... Rappelez-moi l'information dont il s'agissait. Alors, c'est Claude Sampère qui va vous la rappeler, il a ce rapport en mémoire. Il faut être honnête, d'accord? Avant que l'émission commence, en coulisses, vous avez dit, c'est vrai qu'il y a des failles dans le système de sécurité des aéroports parisiens. Vous avez même ajouté, vous me dites, de toute façon, c'est pas tellement le problème des portiques, le contrôle des bagages, tout ça. Il y a un problème beaucoup plus important. Vous allez me dire si je mens. Vous m'avez dit, tout le monde peut pénétrer sur la plateforme. Tout le monde, n'importe qui peut rentrer dans l'aéroport. Il y a des kilomètres et des kilomètres de grillage et la sécurité n'est pas assurée. Nous, on a une équipe à France 2 qui, avec des faux badges, faits sur une photocopieuse à France 2, ont réussi à rentrer à Roissy, ont réussi à rentrer dans un avion par la porte arrière. Ils ont traversé tout l'avion, ils sont descendus par la porte avant. Moi, je trouve ça pas normal. Alors là, on vient de voir un journaliste brillant, une confidence off the record qui lui avait été faite avant l'émission. Non, il n'y a pas de problème, on parle pas de la même chose. Réponse du pilote. On parle pas de la même chose. Ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez mettre tous les portiques, les idées. Non, c'est pas la question, Monsieur Poussis. Oui. Est-ce que les médias doivent le dire ou ne doivent pas le dire? Est-ce que quand une équipe de France 2 fait cette constatation, il faut le dire ou ne pas le dire, le montrer ou ne pas le montrer? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais moi, j'ai vu la même chose sur une chaîne américaine. Ça durait 1h15, 1h30. 2 journalistes américains qui avaient fait que vous avez fait, mais alors beaucoup plus poussé. Hein. Oui, d'accord. Et vous l'approuvez. Aucun problème. Et vous l'approuvez. Vous êtes favorable à la transparence sur les failles du système de sécurité. Oui, mais rappelez-moi ce qu'avait dit le député, là, parce que c'était ça le sujet initial. Qu'il avait réussi à 14 reprises à rentrer des armes à l'aéroport de Roissy. Je vous donne un exemple, peut-être pas donner des exemples. On va donner un exemple. La personne se présente au portique, il y a des tas de trucs qui sonnent sur cette personne. La ceinture, les chaussures, il enlève tout, etc. Il a posé sa bouteille de coca, une grande bouteille de coca, à l'extérieur du portique. À l'intérieur de la bouteille de coca, il y a une grenade. Après 6, 5, 10 minutes où il enlève ses chaussures, sa ceinture et tout, il passe le portique, il récupère sa bouteille de coca avec une grenade dedans. Je suis pas au courant. C'est le député qui a fait ça. Le député s'est livré à cette expérience. C'est dans son rapport. C'est dans son rapport. Il y a 14 exemples comme ça. Mais c'est gravissime. C'est inutile de faire une démonstration pareille de la part d'un député. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. C'est des choses. Vous pensez que c'est des choses qu'il ne faut pas médiatiser? Non, mais c'est pas. Comme ce que vos collègues ont l'air de dire dans le reportage qu'on a vu.
Très bien. Bon, alors en tout cas, on voit bien, on va pas ici aboutir à des conclusions définitives sur le fait de savoir si l'aéroport de Roissy est sûr ou non. On voit bien en tout cas l'exemple de la démarche de Claude Sampère et on voit bien vos propres, je dirais, votre propre embarras par rapport aux choses qu'on peut dire, ne pas dire et aux conséquences que ça peut avoir. Je voudrais qu'on termine, Hélène, avec une histoire d'image. On a vu à plusieurs reprises ces images absolument spectaculaires d'intervention à bord des avions de ce qu'on appelle les Sky Marshal américains, c'est-à-dire les agents de sécurité armés, et ça on a vu ça souvent. Hein. Oui, alors on a vu ça effectivement assez souvent sur toutes les télés françaises et ce qu'on n'a pas précisé et ce qu'il faut bien préciser, c'est que ces images ne sont pas des images françaises, hein, ce sont des images qui nous viennent tout droit des États-Unis, voilà, et qui ont été tournées, ça c'est intéressant, par les autorités américaines fin septembre 2001, c'est-à-dire juste après les attentats du World Trade Center, lorsque le gouvernement en fait a décidé de former des policiers pour les faire intervenir à bord des avions. Et alors c'est à ce moment-là qu'ils ont fait toute une série d'images, de démonstrations, voilà, parfois hyper impressionnantes comme celle-ci, qu'ils ont donné à des agences de presse et que les agences de presse, eh bien, ressortent au coup par coup quand le besoin s'en fait sentir, ben, comme ça a été le cas cette fois-ci. Alors le problème effectivement, c'est qu'à voir ces images, eh bien, on ne sait absolument pas si ces méthodes, c'est comme ces images où on voit un policier armé jusqu'aux dents tirer à bout portant en plein vol sur un terroriste, on ne sait absolument pas si ces méthodes correspondent à celles des gendarmes français du GIGN qui ont embarqué ou qui auraient embarqué à bord des avions récemment. Très simplement, est-ce que ces images, qui sont des images américaines, on ne sait pas si c'est la réalité française, est-ce qu'il faut les diffuser, les rediffuser dans les sujets de journal télévisé, Claude Sampère ? Je sais pas, je suis pas sûr. Je partage assez l'avis des pilotes qu'on a entendu tout à l'heure qui disaient que sur ce sujet-là, moins on en dit, mieux ça vaut. Ah bon ? Moi, je sais attendez. Non, vous venez de dire le contraire en disant qu'il fallait absolument faire des enquêtes pour démontrer les failles du système de sécurité. Ouais, c'est pas la même chose. Il faut faire des enquêtes pour montrer les failles. Il n'est pas, à mon avis, quand les pilotes disaient c'est pas la peine de dire s'il y en a 2, 3, 6 sont en civil, pourquoi pas donner le numéro de siège. Je trouve que sur ce domaine-là, il faut être discret. Un dernier quand on est exemple, discret de marshal américain, on est discret parce qu'on montre des images qui correspondent à absolument rien en l'occurrence. Bien sûr, ouais, donc, bien sûr. Et qu'on vous dira pas avec quoi ils sont armés, avec quel type d'armement et comment ils opéreront à bord de l'avion. Un dernier exemple, moi j'avais un de mes amis en Israël qui a été pendant très longtemps agent de sécurité sur les vols d'El Al. Et El Al pratique ce genre de fait depuis très très longtemps. Et voilà, et ça a très bien marché, je veux dire, et ça marche toujours très bien. Et El Al a une sécurité, la compagnie israélienne aujourd'hui, avant embarquement, au débarquement et à bord des avions, qui fonctionne très bien. Et si vous demandez aujourd'hui de faire un reportage à El Al sur la sécurité israélienne dans les aéroports, vous pourrez jamais le faire. Et ça marche. David Abiker ? Moi, je crois qu'il y a une économie médiatique qui produit une dialectique du risque. Vous parliez tout à l'heure des nouveaux risques, de ce risque qui est une espèce d'intégrateur négatif pour la société moderne. On voit bien aujourd'hui que il y a deux choses dont les médias sont friands, c'est d'identifier le risque et au mieux, c'est encore mieux si le risque se manifeste. Quand le risque se manifeste, que font les médias ? Ils vont interpeller les responsables. Et alors ils le font une fois. La première fois, les responsables savent pas répondre, ils sont dans le désarroi. Mais la deuxième fois, les responsables ont compris la chose. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils anticipent. Donc ils anticipent quoi ? Ils font de la prévention. Un des principaux registres de prise de parole des responsables politiques ou des responsables de compagnies aériennes aujourd'hui, c'est d'anticiper les questions des médias sur le risque et donc de démontrer qu'ils s'y préparent. Et une fois qu'ils ont démontré qu'ils s'y préparent, le système s'emballe. C'est-à-dire que quand la catastrophe arrive, ils sont sur le registre de la compassion, et quand elle n'arrive pas, ils sont sur le registre de la prévention. La prévention produit des images qui sont anxiogènes, et la compassion vient les guérir. Et le système tourne. Tourne tant bien que mal. Très bien, merci à tous trois d'avoir participé à ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Arrêt sur image revient dimanche prochain à 12h38. Au revoir à tous et encore une fois, bonne année. Thank you.